Nous sommes en plein tsunami social, c'est-à-dire que depuis le mois de mars, les demandes d'aide sociale ont explosé. Sur les 3 derniers mois, c'est plus de 56 000 demandes supplémentaires que nous avons enregistrées à notre centre d'appel. Gilles Larmont, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que nous divisions notre entretien en deux parties. La première, elle concerne plus spécifiquement l'association que vous présidez, que vous avez fondée, La Tête. On voudrait vraiment savoir aujourd'hui quel est le volume de l'activité de La Tête qui vient en aide aux personnes en détresse sociale. Et il y en a bien entendu de plus en plus en Israël aujourd'hui. Et ensuite, je voudrais que vous nous donniez une appréciation. Les deux choses, d'une certaine manière, sont complémentaires. Une appréciation de la situation actuelle, de la gestion actuelle du gouvernement de la crise du coronavirus et en particulier de son aspect économique. Alors, commençons d'abord par la situation de La Tête. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on assiste à un flux de demandes, de sollicitations auprès de La Tête de la part de personnes qui sont en détresse sociale aujourd'hui ? Tout à fait. Daniel, merci pour votre question. Je crois que tout le monde a conscience que nous sommes en plein tsunami social, c'est-à-dire que depuis le mois de mars, les demandes d'aide sociale ont explosé. En tout cas, celles qui nous arrivent. Si je prends simplement le cas de La Tête, sur les 3 derniers mois, c'est plus de 56 000 demandes supplémentaires que nous avons enregistrées à notre centre d'appel, ce qui représente une augmentation de quasiment plus de 100% par rapport à d'habitude, que d'après les retours que nous avons des associations de terrain qui travaillent avec nous, c'est une augmentation de 30 à 40% des besoins sur le terrain qui se sont cristallisés. Et c'est la perception, en tout cas l'inquiétude que nous avons au sein de l'organisation La Tête, c'est que nous ne sommes qu'au début de l'impact social de cette crise et que très bientôt, je crois que la dimension sociale, si ce n'est pas déjà le cas, la dimension sociale de cette crise viendra dépasser largement la dimension de de crise de santé publique auquel nous faisons face aujourd'hui. Je crois que quelque chose s'est cassé dans le modèle économique israélien, que le temps que cela se voit, je dirais, au quotidien, dans son ampleur, je crois que nous ne sommes qu'au début et qu'on peut s'attendre à un hiver social ou un début de 2021 extrêmement difficile, extrêmement complexe et qui sera sans doute, en termes de proportion, 2 fois, 3 fois plus important que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, comment ça se traduit ? Est-ce que il s'agit de sollicitations ? Est-ce que c'est par exemple de la détresse, on va dire, psychologique, des gens qui étaient dans une situation jusque-là, on va dire, raisonnable, même pas obligatoirement des gens aisés, mais des gens qui arrivaient à boucler leur fin de mois et qui aujourd'hui sont dans une situation qui ont plus la capacité, par exemple, de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, manger ou mettre du lait dans le réfrigérateur ? Daniel, il y a un élément très particulier qui caractérise cette crise économique et sociale, c'est qu'elle est arrivée d'un seul coup. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez une crise sociale, c'est un élément qui est progressiste. Il prend 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Un événement économique quelque part a des répercussions et puis le taux de pauvreté va augmenter ou les gens en difficulté vont augmenter. Dans le cas de la crise du corona, c'est quelque chose qui est arrivé en 48 heures. En l'espace de 48 heures, Israël a rajouté, 48 heures, on va dire au début de la crise, en l'espace de 15 jours à 3 semaines, à partir du moment où la quarantaine a été décrétée, Israël a rajouté pratiquement 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une espèce de mur qui fait que du jour au lendemain, nous nous sommes trouvés en face d'une crise sans précédent dans son intensité, d'une crise sociale sans précédent dans l'histoire d'Israël. Donc c'est en fait la complexité de l'exercice et de tout d'un coup d'être confronté à une crise de cette ampleur si violente avec une société israélienne finalement qui vit au jour le jour. On sait bien que l'économie israélienne repose essentiellement sur la consommation interne, c'est-à-dire que rares sont les foyers israéliens qui disposent d'économies, de fonds financiers de côté pour faire face à ce genre d'événements. Tout le monde vit au jour le jour, tout le monde doit payer sa mashkenta à la fin du mois. Et c'est
c'est ce qui va caractériser la violence de l'impact social de cette crise. Nous avons fait des calculs ou des projections au sein de la tête. Nous estimons que le gros de cette vague sociale arrivera aux alentours de décembre-janvier. Parce que si on prend les chiffres du Bureau central de statistique, des économies moyennes des Israéliens, des salaires moyens, des dépenses moyennes d'un foyer de 3, 4, 5 personnes, en fonction des simulations que nous avons fait, les gens devraient arriver au bout de leurs ressources autour de décembre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut être bien conscient que l'ensemble des plans gouvernementaux ne vont pas remplacer les entrées de ces familles-là. Elles viennent compléter, c'est comme mettre un pansement sur une blessure, ce n'est que quelque chose de provisoire, ce n'est que quelque chose d'extrêmement limité par rapport aux besoins d'aide sociale. Et c'est là le problème, c'est que pour l'instant, même si certains plans gouvernementaux d'envergure sont mentionnés, si une partie de cette aide est arrivée sur le terrain, il faut bien comprendre que ce n'est que des mécanismes d'atténuation de cette crise et que le marché du travail ne suffira pas à remplir les vides et à répondre à cette crise. Je crois qu'on rentre dans 2 ans au minimum de troubles sociaux, de crise sociale extrêmement importante où nous avons besoin de mobiliser l'ensemble des forces de la société. Nous faisons avec la tête. Alors là aussi, à propos de la mobilisation, est-ce que par exemple aujourd'hui, et je crois qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, plus au début de la crise, vous attendiez de la part du gouvernement une aide, je crois qu'il était question à une époque de 800 millions de shekels, je ne sais pas exactement si vous avez reçu même l'intégralité de cette somme ou une partie de cette somme-là. Est-ce que le gouvernement, qui est, on va dire, qui essaye par tous les moyens, on va dire, de distribuer des sommes d'argent, des allocations, se focalise aussi sur l'aide des associations d'entraide sociale comme la vôtre? Écoutez, il y a eu quelques effets de déclaration de la part du gouvernement concernant une aide au secteur associatif à hauteur de 200 millions de shekels. Malheureusement, une partie infime, je crois quelques millions seulement de shekels ont pour l'instant été libérés, que les critères d'allocation de cette subvention sont faits de telle sorte que chaque association recevra quelques milliers de shekels, ce qui fait que c'est plus du saupoudrage d'une aide publique, une véritable réflexion sur comment on sauve les organisations en péril d'une part et comment deuxièmement on aide les associations de terrain à être sur le front de la façon la plus rapide Vous dites possible. qu'il n'y a pas de réflexion de ce type. Vous n'avez pas, au cours des 3 derniers mois, vous n'avez pas rencontré des responsables, soit du Trésor, soit des différentes commissions de Corona qui seront à l'écoute de cette nécessité, on va dire, de mettre en action les organisations d'entraide sociale pour essayer de pallier à la situation actuelle de détresse? Comme d'habitude dans ces cas-là, on nous en demande beaucoup, mais on n'est pas prêt à nous aider. Il y a ce paradoxe-là de la position du gouvernement vis-à-vis du secteur associatif, qui est de nous dire heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes là pour agir aussi rapidement, parce que le gouvernement n'est pas capable d'être présent sur le terrain dans les délais qui sont nécessaires dans le cas de cette crise. On parlait de ce mur social que nous avons rencontré. Le gouvernement a mis 3 semaines, 1 mois avant de s'organiser, alors que le secteur associatif, en l'espace de quelques jours seulement, était sur le front et commençait déjà à distribuer des aides aux familles nécessiteuses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilote, en tout cas de vision d'ensemble de la politique d'aide gouvernementale sur l'impact de la crise du corona. Et ce n'est pas forcément une critique vis-à-vis du gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'un autre gouvernement aurait fait mieux. L'évolution de la crise fait que nous sommes dans un tel niveau d'incertitude que cette incertitude-là change du jour au lendemain, qu'il est effectivement extrêmement difficile de fixer un cap pour pouvoir donner des réponses claires. Non, mais malheureusement. Alors je comprends, il y a bien sûr énormément de facteurs d'incertitude, mais par exemple, si le gouvernement, par exemple, se montre entre guillemets généreux envers, par exemple, les indépendants lorsqu'il dit on va donner une allocation chômage aux indépendants, ou alors qu'il donne cette fameuse prime dont a parlé Benyamin Netanyahou la semaine dernière, pourquoi finalement, le gouvernement ne pense pas à accorder
accorder également à des associations comme La Tête une subvention qui permette aussi de gérer une certaine partie de cette crise, parce que c'est de notoriété publique, ce que vous nous expliquez que l'impact va arriver dans les prochains mois. Il ne faut pas être un expert pour le comprendre. Pourquoi finalement le gouvernement ne prend pas les devants à ce niveau-là ? À mon sens, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison est de dire que, l'action du secteur associatif, quelque part, elle est acquise, puisque vous avez des citoyens de bonne volonté qui se mettent au travail, qui font des donations monétaires, qui donnent du temps au travers le volontariat pour mettre en avant les valeurs de la société israélienne. Le nombre de personnes qui ont pris part à des actions de volontariat pendant la crise du corona et qui continuent à prendre, c'est extraordinaire. Il y a eu un réveil citoyen fantastique auquel La Tête a entre autres participé, mais je crois qu'il y a des fonctionnaires au sein du ministère du Trésor qui considèrent que c'est acquis, donc il n'y a pas besoin d'aider ces gens-là. Mais ils ne s'en servent pas comme, on va dire, comme bras d'action sur le terrain. Opérationnel, tout à fait, Daniel. L'injustice ou en tout cas l'ironie d'un tel comportement, c'est que lorsque à la fin du mois d'avril, après Pessah, l'armée annonce qu'elle cesse ses opérations de distribution, le ministère des Affaires sociales se trouve dans une situation où il considère qu'il y a encore un besoin de distribution alimentaire sur le terrain, mais ils n'ont aucune force de réalisation, comme vous le mentionnez, de bras opérationnels sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ? Ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le secteur associatif, de se tourner vers La Tête et 2-3 autres organisations qui ont une opération nationale et de dire « aidez-nous ». Prenez en charge ça. Alors c'est vrai, on vous a pas aidé, on n'était pas là, on vous a abandonné pendant les premières semaines du. Et alors qu'est-ce que vous répondez là dans ce cas précis ? Bien, écoutez, Daniel, l'objectif de La Tête et des organisations du secteur associatif, nous n'avons qu'un seul objectif, aider les gens. Donc si l'État dit on a besoin de vous, eh bien il est certain qu'on y va, on se range sous le drapeau, quelle que soit la position du gouvernement, et on fait ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on a fait au mois de mai. Alors encore un mot sur La Tête et bien entendu cette crise elle touche tout le monde et je suppose qu'elle touche aussi certains des donateurs de La Tête. Est-ce que face à une demande grandissante de sollicitation de la part de la population, eh bien vos ressources sont amoindries par rapport à une situation normale ? Est-ce que vous avez moins de dons que d'ordinaire ? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation où l'ensemble des citoyens israéliens comprend que nous sommes en train de faire face à une crise unique dans l'histoire d'Israël. Et je crois que la force de cette société israélienne, c'est sa capacité de résilience, c'est sa capacité d'union et d'action quand il y a une crise. Et si je dois parler de La Tête, eh bien, je peux vous dire que les donations à l'organisation La Tête n'ont pas faibli. Au contraire, elles ont augmenté parce que nous reposons, l'essentiel de notre organisation est financé par des petites donations, des gens qui comprennent ou qui cherchent à mettre leur petite pierre dans cette chaîne de solidarité qui nous permet au bout du compte d'assister ces 60 000 familles à travers l'ensemble du pays. Et je crois que je crois que au-delà du symbole de ces donations de ces individus, il y a aussi un message très important. Nous sommes dans une situation où la réponse à la crise du corona sera une réponse collective, mais une réponse collective non seulement dans l'action, c'est-à-dire que chacun doit prendre sa part, une réponse collective dans le sang-froid que nous devons avoir vis-à-vis de l'incertitude que nous avons à gérer, y compris par rapport aux errances de notre gouvernement, et Dieu sait si j'ai des critiques sur ce gouvernement, mais je crois que nous avons besoin de calme, nous avons besoin de structuration. La logique du chaos ou les initiatives complètement désordonnées du gouvernement ne servent pas la gestion de cette crise. Je crois que le secteur associatif peut aider à poser les choses. Je crois que chacun à son niveau individuel doit mettre en place sa part de responsabilité collective, sa part de discipline collective et sa part je dirais même l'artiout, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance au système pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, parce que sinon nous n'y arriverons pas. Alors, on approche de la fin de cet entretien. On n'a pas vraiment parlé de votre avis sur ce qui se passe. On comprend qu'il y a des critiques, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Si vous étiez proche, on va dire, des responsables, des faiseurs des décisionnaires, quels sont les conseils prioritaires que vous donneriez, par exemple, au ministre des Finances, au Premier ministre, au ministre de la Santé, pour les prochains mois ?
Écoutez, je vais vous faire une confidence. Si vous lisez l'ensemble des plans de relance du gouvernement, le plan d'Eri, le plan de Bibi, le plan de Itzhak Shimoni, les véritables absents de ce type de plan, c'est les catégories socio-économiques les plus basses, parce que les gens qui étaient pauvres avant le corona continuent à être pauvres et ils subissent cette crise sans doute de façon plus brutale encore. Et là, je crois qu'il y a un vide dans l'action gouvernementale. Il y a ce plan de Aryeh Deri qui va essayer de le combler, mais là encore, il est extrêmement, je dirais, ciblé sur une population particulière. Donc, je pense qu'il y a nécessité d'avoir une approche d'ensemble. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est que chacun tire entre guillemets la couverture à soi, que les rivalités entre les différents ministères n'ont jamais été aussi grands, que la course à l'effet d'annonce amplifie la sensation d'approche désordonnée, d'inefficacité gouvernementale, et le fait que quand le gouvernement prend une décision, le délai entre cette décision et son application et l'arrivée des subventions sur le terrain est extrêmement long. Donc on est dans une espèce de vacuum, de trou noir en ce moment, qui donne ce sentiment de chaos au niveau de la gestion du pays. Je crois qu'il faut laisser du temps à ces choses-là de se mettre en place. Il faut une certaine patience, mais dans cet espace de temps, il faut aider les associations humanitaires telles que La Tête à opérer, puisque nous sommes capables, dans un espace de quelques jours, d'être présents sur le terrain, et nous sommes quelque part sur ce front-là en première ligne. Donc il y a une espèce en tout cas en ce qui me concerne, d'incompréhension du fait que l'État n'ait pas choisi d'aider le secteur associatif, les associations humanitaires, pour servir de première ligne. Ils ont laissé tout seuls, ils ont laissé la philanthropie israélienne et la philanthropie étrangère répondre à cette crise, et je crois que c'est une absence de vue stratégique qui est extrêmement dommageable. J'espère que tout cela va changer. Eh bien, Gilles Darmon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur cet aspect de la crise, pas obligatoirement très optimiste pour l'avenir, mais en tout cas très réaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée et bonne santé, à bientôt. Merci à vous.